Drôle d'endroit pour une rencontre n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est dans un café parisien que cette spéciale se prépare. Nous sommes devant le domicile de notre invité exceptionnel, Gérard Depardieu. Et avec nous, Mathieu Sapin, l'auteur de BD qu'il a suivi pendant 5 ans et qui signe sa biographie en dessin. Mathieu Sapin, notre sésame et notre guide. Là, c'est ouvert aussi. Ouais. Les deux parties sont ouvertes. Oui, c'est ajouré. C'est bien, c'était très beau ce que j'ai vu, moi. Ouais. Lui, il veut être là, mais nous, on serait bien là, non? Oui, c'est ça. D'accord. Gérard Depardieu, acteur génial, animal, imprévisible. Gérard Depardieu qui est beaucoup plus qu'un acteur et qui est rarissime à la télévision. Difficile de savoir ce qui va se dire ou se passer, mais on avait envie de partager ça avec vous. Salut Mathieu Sapin. Salut Ali. Ça va? Oui, très bien. On est juste devant chez Gérard Depardieu. Voilà, c'est là. Tu as publié une BD qui s'appelle Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. C'est génial. Lui nous fait l'amitié de nous accueillir chez lui. On va sonner, voir déjà s'il ouvre. Ouais. C'est pas gagné? J'y vais? Allez, bien sûr. Et en attendant que la porte s'ouvre, une question qui va peut-être vous paraître folle, mais qui est au fond Gérard Depardieu? Vous allez apprendre des tas de choses, c'est signé Bruno Donnet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On travaille? Alors, avant de nous mettre sérieusement au travail et d'aller à la rencontre de Gérard Depardieu, remettons, si vous le voulez bien, les choses à l'endroit. Oui. Car autant vous le dire tout net, il ne sera pas beaucoup question ici, ce soir, des dérapages de Gérard Depardieu. Bon, maintenant, il faut me faire arrêter parce que vous allez me faire chier, là. Pas plus que de ses pubs nazes. Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Ou de son tropisme russe. En Russie. Beaucoup de gens qui voudraient avoir un Poutine comme président. Mais bel et bien de cinéma et de son immense carrière. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi? Eh bien, d'abord, parce qu'il est l'un des monuments du cinéma français. Je suis très content de l'avoir, finalement. Mais aussi parce que c'est en partie à cause de lui que notre magazine porte ce titre. Drôle d'endroit pour une rencontre. Du coup, et à titre tout à fait exceptionnel, Gérard Depardieu bénéficie d'un passe-droit, un blanc-seing grâce auquel c'est lui, tout seul, qui va faire son portrait. Acteur français, né le 27 décembre 48 à Châteauroux. Natif de Châteauroux, donc fils du Dédé et de la Lilette, c'est ainsi qu'il appelait ses parents, Gérard Depardieu a échappé à tout. D'abord aux aiguilles à tricoter de sa mère, qui aurait préféré avorter. Le Dédé était taulier formeur, mais malheureusement analphabète. La Lilette était simplement amoureuse du Dédé. Et puis tout à coup, ça pondait. À l'école, qu'il a abandonné à l'âge de 13 ans sans savoir vraiment lire. Il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Mais aussi au service militaire. Où est-ce que vous vous êtes fait tatouer cette petite étoile au service militaire? Non, je n'ai fait de service militaire. Pourquoi? Parce que j'étais réformé. X5, je suis hyper émotif, pathologique. Au service militaire et à la prison où ses mauvaises fréquentations ont bien failli le conduire. Toujours cette obsession de la peur d'aller en tôle, la prison. Et puis... Ah, puis il y a eu les valseuses, voilà. Il s'imposera en 73 avec les valseuses. Et puis c'est sa rencontre presque fortuite avec le cinéma qui lui a permis d'échapper à la morne existence qu'il se croyait tracée. J'ai commencé par en mentir. Je disais que j'étais acteur. Et puis à force de le dire à des gens, il fallait que je le fasse. Puis je l'ai fait. Révélé par Les Valseuses en 1974, il a très vite accédé au succès. En 24 mois et 7 films, il est passé de l'obscurité au salaire à 6 chiffres. Tout en échappant aux préjugés concernant son physique de boxeur. Le nez planté comme une apostrophe au travers du visage. Oh oui. Aux préjugés et à la jalousie de ses pairs qui ont immédiatement reconnu chez lui un phénomène hors norme. Il a une pureté, ce garçon, inouïe. Il a vraiment une pureté qui lui permet de jouer n'importe quoi, mais n'importe quoi. À l'affiche de plus de 150 films, Depardieu est, après De Funès, le deuxième acteur français ayant cumulé le plus grand nombre d'entrées au cinéma. Ça, c'est bien, ça. Blier, Truffaut, Chabrol, Resnais, Duras, Piala et tant d'autres l'ont adoré. Je passe pas mal de prises secouées de rire, je crois que c'est bon signe. Toutefois, dans ce concert de louanges, il a tout de même réussi à échapper à celle de Jean-Luc Godard qui n'a, hélas pour lui, que très peu goûté leur collaboration. C'est impossible.
faire quoi que ce soit avec lui. Voilà, ajoutons à cela qu'il a aussi tenté une petite échappée belle aux États-Unis au début des années 90. Please welcome Gérard Depardieu. Mais une interview mal traduite dans le magazine Time où il était question de viol doublé de sa maîtrise, comment dire, approximative de l'anglais, ont eu raison de son épopée. This is not the first time you've been in this country, is it? No. No, you've been here many times before. Yes. Yeah. Revenu de tout, 1000 fois rescapé, à aujourd'hui 68 ans, celui qui a toujours été... à la fois hésitant et impétueux. A peut-être perdu un peu de la décontraction de ses débuts. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Mais rien, absolument rien de son amour pour le cinéma ce soir. C'est tout à fait exceptionnel. Il nous reçoit chez lui toutefois. N'attendez pas qu'il nous montre toutes les coulisses, car Depardieu ne se retourne que très rarement, par pudeur, et pour une raison finalement assez simple. J'ai toujours l'impression d'être habillé devant et à poil derrière. Exactement. Excusez-nous beaucoup. Ah, vous n'êtes pas tout seul. Salut Gérard. Salut Johnny. Merci de nous accueillir. Oui, salut toi. Bien. C'est vous. Drôle d'endroit pour une rencontre. Oui. C'est le titre de l'émission. Ah bon? Mais oui. C'est bien. Et c'est le titre d'un film génial. Oui, elle est où, là, Catherine Deneuve? Elle est où, Catherine Deneuve? Elle va arriver avec une réplique assez démente. Oui. La poule. La poule. Ouais, la poule. Tu fais la poule, oui, c'est ça. L'imitation de la poule. Oui. Moi, j'oserais pas le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas reniflé une femme, mais je te confirme, je sens la poule. La poule de luxe. C'est la poule. Oui, la poule. Mais c'est ridicule. Mais ça vous donne quoi? C'est à peu près ça. Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, c'est donc la BD de Mathieu. C'est 5 ans de voyage, 5 ans de folie, 5 ans d'amitié, 5 ans de bouffe, pas mal de gastro pour vous, Mathieu Sapin. Et le résultat est formidable. C'est sans doute la meilleure BD de Mathieu. Est-ce que vous vous y êtes reconnu? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que déjà, je ne m'aime pas dans les films, ni même, mais en plus quand je m'entends, des entretiens, des interviews, oui. Je fais beaucoup de boulettes, mais je suis une grosse boule. Un truc assez frappant d'ailleurs dans votre BD, Mathieu, mais ça c'est quelque chose, c'est un sentiment assez étrange quand on se dit « Waouh, c'est le plus grand comédien français, acteur français », et qui dit bah, le cinéma c'est un métier qui rend con. Bah, c'est la vérité. Mais pourquoi? Bah, tu regardes autour de toi, à part quelques exceptions comme Christian Clavier, qui est un homme intelligent et qui vit, qui traîne avec lui son bagage de... Bourgeois, mais il est pétillant, il est drôle, il est intelligent, il est vif. C'est vrai que en Amérique, il y a très très peu de gens, à part John Malkovich, que j'aime énormément, mais j'ai beaucoup vu d'enclume. Et puis les gens, surtout, pour moi, je n'ai pas beaucoup d'admiration chez les acteurs. Je dirais davantage chez les actrices. Pourquoi? Parce que le public est extrêmement misogyne. Et je n'aime pas comment dire, les soldats de ce métier, ou les soldates, les guerrières. J'adore les folles. Ouais. J'adore les folles. Comme les fous. En général, c'est des gens qui sont un peu plus âgés. Je me souviens de Carbet, ce qui avait de bien, c'est qu'il avait toujours cette conscience de faire acteur. Je dis, t'as pas besoin de... Oui, qu'est-ce que tu veux apporter de plus que ce que tu es au personnage? T'as un gros cul, profites-en. Écoute, j'ai vu Le Revenant, alors que Léo DiCaprio était un garçon vraiment formidable. Oui. Je l'ai reconnu dans un film qui était moyen, pas très bon, parce que j'ai fait un paquet de merde. Et ça aussi, c'est beau. Sur 250 films, c'est normal. Oui, mais c'est même mieux. C'est même mieux. Oui, c'est même mieux. Et vous les assumez, les merdes? T'as des gens qui ne veulent pas faire de merde. Non. Alors qu'ils sont déjà dans la merde. mais Léo, alors là, quand j'ai vu dans Revenant, avec tout le barouf qu'ils ont fait autour de la... Et les acteurs avaient froid, tu parles. Il a eu son Oscar. Bah oui, il a eu son Oscar. Oui, mais enfin... Ils jouaient à avoir froid. Moi, je préfère manger du chocolat. Dans votre rapport à l'art ou à la culture, et c'est aussi ce qu'on découvre dans la BD de Mathieu, c'est au fond une vénération pour la musique, par exemple, oui, qui est supérieure à toute forme d'expression. Bah oui, parce qu'il y a de l'harmonie, c'est un langage. Oui. Et puis, c'est vrai que quand on a un orchestre,
c'est pas n'importe quoi, c'est pas les guitares, les choses, les Rolling Stones, ça me fait un peu. J'ai jamais été, comment dire, I can get no satisfaction. Je comprends pas ces machins-là. J'aime pas la violence. Et j'adore la force, mais pas la violence. Dans Moussorgsky, dans Prokofiev, mais tu as toujours des mélodies, toujours quelque chose d'autre. Prokofiev, là, le dernier qu'on vient de faire à Chicago, avec le Chicago Symphony Orchestra, quand tu vois 100, t'as 40 violons, t'as 130 chœurs, mais c'est tous à l'unisson, t'entends ça, puis tu te retournes, tu regardes derrière, t'as un monde sur la scène, c'est terrible. Et c'est magique. Ah, c'est plus que magique. Vous ne vous considérez pas comme un acteur? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'aime pas du tout. J'ai fait ce métier par hasard. Quand on parle de performance d'un acteur, ça s'intéresse plutôt à un sportif. Un acteur ne performe rien. Il est à peu près, il est un instrument avec plus ou moins de souffle et d'intelligibilité, et surtout qui fait naître des émotions. Et c'est vraiment c'est comme un accordéon, une chose où il y a du souffle, il y a des petites, ou un violon qu'on travaille. Tu sais, c'est magique. On ne sait pas. Si on connaissait la recette, ou d'un rire, ou d'une émotion, on le ferait. Nous, on tâche d'être... On est en nous... Qu'est-ce qu'il faut piocher? Il faut piocher une humanité et un vécu. Un vécu qu'on exagère, si on a envie. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle se transcender, comme par exemple quand on chante Barbara, là-bas, quand vous bien, êtes au bout du Nord. Je suis devenu Barbara, mais c'est pas moi, c'est parce que je la connais parfaitement. Oui, mais c'est fou sa parce respiration, que tous ceux qui ont été vous voir au théâtre ont ressenti ça. Il y a des moments où vous parlez à la première personne comme si vous étiez Barbara. Oui. Et personne ne rit dans la salle. Au contraire, mais faut pas. On est saisi. Ben oui, mais c'est non, mais mieux. ça pourrait prêter à rire tellement le décalage est ça, grand. si ça avait été un acteur, ça aurait peut-être fait rire. Mais c'est dans ce sens-là où je me considère pas comme acteur, parce que j'ai horreur de la performance. Oui. Avant et après, et surtout de la psychologie. Il y a toujours un con qui est la ligne de gauche, là, dans un script, vous a dit que voilà. Alors, je dis, pauvre con, t'as pas la peine de le noter, ça. Il suffit de lire la phrase. Quand on sait lire, moi, maintenant, je la lis même plus, je la lis une fois, puis après, j'ai une oreillette. Et qui me le souffle, parce que je veux pas penser. Ah oui? C'est au dernier moment, hop, voilà. Sans bien vous connaître, on a le sentiment que c'est hyper juste, ce qui est raconté dans la BD. Je suis assez admiratif du travail de Mathieu. J'ai pas lu la bande dessinée qu'il a fait sur l'autre gros. Ouais, lequel? Enfin, le faux gros. Il en a fait deux. Hein. Le mec qui a des implants. Teinture, franchement, la teinture. Voilà. Monsieur le président de la République française. Voilà. Et d'ailleurs, dans les 5 années que vous avez passées ensemble, il y a quand même pas mal d'années passées à vanner Mathieu sur sa relation avec François Hollande. Oui, mais c'est bien, mais j'aime bien vanner, puis c'est bien de ne pas être d'accord sur tout, parce que je déteste ces amitiés où tout le monde est d'accord à se lécher la pomme, alors qu'on n'en pense pas moins. Ben, on se dit les choses. C'est différent de dessiner un président de la République, François Hollande pour pas le nommer, et Gérard Depardieu? Bah ça n'a rien à voir. Rien. C'est rien. Bah non, parce que d'abord, moi, quand j'ai suivi François Hollande, c'était toujours en représentation, alors que Gérard, il est jamais en représentation. Il est comme présent. Il est comme ça. Je suis un vrai politique. Et c'est très frappant, exactement. Mais dans la BD, François Hollande, il est figé, alors que vous êtes tout le temps en mouvement. Mais tout le temps. Et puis souvent nu. Et souvent nu. Souvent nu. Lui, là, il est casqué. François Hollande, à vrai dire, ne m'intéresse pas. Je préfère Poutine, tant qu'à faire, parce que il y a une liberté et il ne respecte pas les protocoles. Les hommes politiques français ne m'intéressent guère ou ne m'intéressent pas. La politique, en général, ne m'intéresse pas. Oui. Ce que j'aime chez Poutine, c'est ce qu'il est. C'est un homme seul qui a des souffrances physiques. Beaucoup. On lui prête de l'argent, des choses. Non, c'est un pays très difficile, mais j'aime bien ce que nous avons ensemble. On va y venir, justement, à ce pays difficile où vous vouliez absolument emmener Mathieu. Et il y a un truc qui est assez frappant, c'est le rapport au pouvoir. Votre rapport au pouvoir, Gérard, dans les 5 années où on vous suit dans la BD, c'est un rapport, au fond, qui est super distancé. Complètement. Oui. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il m'invite.
Moi, c'est ce qu'on m'a posé récemment la question. On m'a dit, mais Gérard Depardieu, c'est un peu le parrain du cinéma. Et moi, je suis pas du tout d'accord, parce que le parrain, c'est quelqu'un justement qui a une espèce de contrôle souterrain ou officiel sur une famille. Et je pense, Gérard, ce qui l'intéresse, c'est l'humain, c'est les gens. Et enfin, je parle à ta place, hein, peut-être que t'as raison. tu me dis une connerie. C'est très juste. Et la liberté totale. Et voilà. Et donc, il peut s'éprendre aussi bien d'un éleveur de porcelets portugais que d'un chef d'État, mais parce que c'est la personne qui l'intéresse. Oui. Il est difficile à dessiner, Gérard Depardieu. Il y a eu tellement de caricatures de vous. Ah ben, y en a. Et là, justement, il n'y a pas de caricature. C'est plus de la caricature, là. C'est une sorte de vérité. Et il chope bien ces moments-là. Regardez, comment est-ce que vous dessinez Gérard Depardieu? Non mais après la question de la caricature, c'est souvent les caricatures c'est fait d'après des photos ou on voit à la télé quelqu'un. Moi c'est ma manière de travailler, c'est que je passe du temps avec les sujets qui m'intéressent et en immersion. Et c'est vraiment l'observation, c'est vraiment regarder et on regarde l'autre et en regardant l'autre on fait connaissance et donc la caricature c'est une outrance de ça et moi je cherche pas ça, je cherche en toute immodestie, une vérité. Et il vous a suivi avec son petit carnet, vous lui chourez de temps en temps pour voir où il en est dans les 5 années passées. Non, je regarde de temps en temps parce que... Et lui, il flippe que vous voyez des trucs que vous n'auriez pas dû voir. Non, mais même, je trouve, à partir du moment où on est avec quelqu'un, on ne le voit plus, on ne sait plus ce qu'il fait. Moi, j'ai confiance. Vous lui avez donné une liberté totale. Bah oui. Ouais. Ah oui. Mais il y a un truc qui est dingue aussi, c'est que vous le suivez comme ce peintre Jean-Pierre Moinet suivait Alexandre Dumas en Azerbaïdjan. C'est ça. Et au jeu des comparaisons, Gérard Depardieu ressemble, pas trait pour trait, mais quasiment à Alexandre Dumas. C'est une évocation. La corpulence, les 140 kilos, le mouvement, la curiosité. Mais c'était un pari parce que quand la société de production nous a proposé de faire ça, moi, je connaissais pas du tout Gérard. S'embarquer dans un pays que je connaissais pas avec l'acteur qui est Gérard, on se dit dans quoi je m'embarque. Et en vérité, on s'est retrouvés tout de suite côte à côte à discuter, puis les choses se sont faites très naturellement. En plus, on a passé beaucoup de temps en voiture, et en voiture, on discute. Vous avez risqué vos vies. Oui, il y avait des moments peut-être un peu, pour moi, sur d'émotion, parce que quand il y a des précipices... Et que vous taquinez le chauffeur, que vous lui demandez d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Oui, parce que je vois qu'il avait peur. Et ça, c'est extrêmement bien restitué dans la BD. Après, je t'aurais écrasé, un bon accident. Oui, non, mais des fois, vraiment, la voiture valsait comme ça. Mais du coup, il n'y a pas meilleur moyen pour faire connaissance, d'être à l'arrière d'une voiture et puis de voir défiler le paysage. Et passer du temps ensemble, et de manger ensemble, et de découvrir des endroits ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous, Mathieu, vous avez appris à suivre Gérard Depardieu? Qu'est-ce qui vous a appris sur vous? De baisser la garde, en fait, de lâcher prise et d'être libre. Oui, d'enlever une espèce de protection qui est un peu qu'on a tendance à se mettre pour. Et Gérard, il voit tout, donc c'est pas la peine d'essayer de faire semblant ou d'essayer de paraître plus beau qu'on est ou je sais pas quoi, parce qu'il voit de toute façon, il vous met à nu. Donc il faut lâcher prise. Enfin moi c'est comme ça que j'ai nu, je dirais. Il est mieux nu d'ailleurs. Vous avez pris des douches ensemble à poil. Ben non, c'est pas des douches, c'est des bagnats, avec des gros machins, où on m'a fouetté. Jusqu'au sang. Ça fait un drôle de fait. Mais quand on lâche prise comme ça, après, tout est plus simple. Mais vous êtes un voyageur infatigable et l'anti-touriste. C'est un curieux, c'est un vivant infatigable, plutôt. Je voyage pas, parce que je trouve toujours... Physiquement, oui, vous êtes tout le temps en mouvement d'un pays à l'autre. C'est ce que les autres pensent du voyage. Mais moi, justement, je n'ai pas de bagages. Donc, je suis pas un voyageur. Je vais dans le pays, mais pas avec une caméra de télé. Oui. Je trouve ça... Nicolas Hulot, là, la petite bestiole, elle est là, elle est dans son machin. Alors là, je suis... Non. Je dis, il va déranger ces gens, il va polluer ces gens, et puis pour leur expliquer qu'il ne faut pas polluer, alors qu'eux, ils vivent normalement. Mais pour en revenir au cinéma dans la BD, Mathieu, et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a frappé, il y a cette phrase que dit Gérard, les images m'emmerdent. Les images m'emmerdent quand je vois Géo, quand je vois Ushuaïa, quand je vois des films où je vois 2000 plans
Alors que ce qui m'intéresse, moi, c'est plus la littérature, c'est des plans séquences, c'est des films qui font naître des émotions et non pas des intelligences ou des performances. Là, on est dans un cinéma de performance et il n'y a plus de cœur là-dedans. Et on a un monde où l'image est surmultipliée, où il y a des images partout, tout le temps. Et non, mais vrai tout le monde se prend en image. Ils sont tous avec les selfies. Partout. Partout. Moi, c'est un truc qui m'a fait marrer avec Gérard, c'est qu'il a un vieux téléphone à touche physique. Il n'est pas dans les écrans tactiles. Ah non, je peux pas. Et avec une hypermnésie qui fait que vous reconnaissez les numéros de téléphone? Oui, et puis je n'ai pas de carnet, donc Vous les connaissez par cœur? C'est plus simple. C'est pas par cœur. C'est dès que je pense à quelque chose, enfin à quelqu'un, je me dis, il faut que je l'appelle. Et puis d'un seul coup, pouf, si je pense à un numéro, ça vient pas. Si je pense à quelqu'un, je dis, merde, son numéro. Ah oui, tac, tac, tac. Et je le fais, c'est lui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et on a envie de voir ça dans la BD. Et c'est très, très bien raconté. J'aimerais bien que vous lisiez une planche. Vers la fin, par exemple, à un moment, vous vous engueulez avec Mathieu Sapin à propos de François Hollande, toujours. Parce que c'est le grand truc qui vous réunit et vous sépare. À la toute fin, dans l'épilogue. C'est là. Bon, ma femme l'a lu. Elle trouve ça bien. Mais elle a peur que ça passe un peu pour l'échcu. Que ça fasse Je lis très mal parce que que ça fasse un peu l'échcu. Ça fasse un peu l'échcu. L'échcu, non, mais ça fait pas l'échcu. Oui, ben fais-toi, toi, là. Ah oui. Il faut avoir un esprit critique. Fais-toi, toi, là. Et puis, tu sais, il y a pas mal de caricatures de moi qui circulent. Elles sont pas très l'échcu, hein. Donc, un peu d'honnêteté, ça peut pas faire de mal. Oui, bon, c'est sûr, je me suis fait un peu plus benet que je ne suis. Oui. Non, pas benet. Il faut ça pour percevoir la liberté. La vérité. La vérité ou la liberté, pour moi, c'est pareil, vas-y. Parce que c'est ça, c'est la vérité. Oui, vas-y. Mais c'est juste après, en fait, là, ça. Quand vous n'êtes pas d'accord. C'est comme le coup de fil avec Hollande. Ah, c'est comme ce coup de fil avec Hollande. Là, j'ai jamais dit ça, vous déconnez avec la Russie. Bon, d'accord, je le tutoie, Hollande. T'es content avec ton Premier ministre, là, hein? Abruti. Hein? Et puis, t'avais juste été élu à Tulle. T'as été élu à Tulle. Et puis, putain... T'as ruiné ta région. Et puis, t'as ruiné ta région. Et maintenant, tu te retrouves à Élysée. Et tu vas faire pareil. Tu vas ruiner le pays. Dans sa tête, il pense ça. Heureusement que l'autre con, là, il a joué avec sa queue. C'est vrai que tu ne serais pas là. Je suis d'accord. Vous avez dit ça au président de la République? Oui. Heureusement que l'autre con, il a joué avec sa queue, sans quoi tu serais pas là. Oui, mais ça veut pas dire que l'autre est un con. Qu'il ait une queue, oui. Qu'il était dans sa queue, oui. Il est certainement pas con. Mais lui, il a dit, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est fou quand même comme échange ou comme dialogue d'imaginer qu'on peut avoir cette conversation avec le président. Oui, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dis, c'est pas bien ce qu'il a fait, l'autre là, le mec de Nantes. Jean-Marc Ayrault. Il faut rappeler, parce que ça c'est très bien raconté dans la BD, ça raconte un moment de l'histoire politique française récente. C'est en décembre 2012, quand il y a cette histoire des impôts. On raconte que vous allez quitter la France et aller vous installer en Belgique. Jean-Marc Ayrault fait une remarque ultra désobligeante, trouvant ça assez minable, voilà. Et un peu minable. Un peu minable. Ça vous a blessé ce moment-là, quand tout le monde vous est tombé dessus? Ça m'a pas blessé. Ce qui m'a blessé, c'est que c'est aussi les médias qui sont des espèces de grandes putes. S'ils pouvaient faire un peu plus de culture, ces connards, là, tu les vois tous habillés pareil avec le même régime, t'as vraiment qu'une envie, c'est de leur filer un bâton dans le cul. Tu comprends? Ces médias qui te mettent tout à la sauce, ces médias dont on ne peut plus. Les gens ne peuvent... Les gens n'en peuvent plus, mais ils en consomment, ils en surconsomment. Non, ils en L'histoire surconsomment. Fillon, c'est un feuilleton que les gens suivent jour après jour, non? Ils aiment bien, non. Je pense qu'il y aura des gens qui descendront dans la rue, parce qu'avec la justice, moi, la justice a tué mon fils, Guillaume. 2 grammes d'héroïne, 3 ans de prison. Faut vraiment vouloir... Et moi, je suis allé devant le juge, la juge d'application des peines, c'est tout juste si elle pouvait me mettre en taule, elle me l'aurait fait gentiment. Non, ils ont tué Guillaume. D'ailleurs, je voulais me barrer déjà à ce moment-là. J'ai dit à Mitterrand, j'étais dans le salon pour Concorde, je partais à la mairie, j'ai dit, moi, président, je déchire mon passeport, je convoque les journalistes, je suis pas d'accord avec la justice de ce pays. Point.
Et il t'avait dit quoi? il m'avait dit non, on peut trouver une autre solution, on ne peut rien faire avec la justice. Je dis mais moi je peux le faire. Vous peut-être non, mais moi je peux faire. Moi je peux dire mon dégoût. Et puis il y a bien forcément quelqu'un qui manipule ou qui dénonce. On n'est pas loin de Marcel Aimé. On n'est pas loin, parce que le français est comme ça. De l'aigreur et du le français est comme ressentiment. ça. Mais c'est monstrueux, l'esprit français aussi. Et maintenant, il n'y en a plus, parce que le paysan n'ose même plus regarder sa terre. Avec ces connards à l'Europe, là, qui vont au restaurant, qui Il n'y a plus d'esprit français? De moins en moins, non, non. De moins en moins. Bon, il l'incarne, un petit peu. Gérard? L'esprit français. Bah, moi, Ouais moi, ou non? moi, ce que j'ai vu surtout, c'est quand on est à l'étranger avec lui, les gens voient en Gérard la France. Oui. Alors, je sais pas comment toi tu t'en fous ou si tu. Mais voilà la France parce que je ne peux pas parler leur langue. Oui, mais tu restes, que tu le veuilles ou non, l'acteur français. Si tu dis, si t'es moi un acteur français, tu dis Gérard Depardieu. Donc Gérard Depardieu. Non, mais tu peux pas aller à l'encontre de ça. On vous voit lire énormément. On vous voit lire Vie et destin de Vassili Grossman, qui est un parce que immense chef-d'œuvre. Et là, qu'est-ce que vous lisez? Là, je suis en train de lire Frédéric. Vous voulez pas nous apporter les bouquins que vous lisez? Je suis en train de lire le de Monsieur Toussaint Louverture, extraordinaire. Ouais. On va me chercher le dernier stade de la soif, que je suis en train de lire, là, qui est vraiment magnifique. Le dernier stade de la soif. Voilà, Frédéric Exley. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une peinture de la... C'est un homme professeur de lettres, mais qui nous raconte l'Amérique, parce qu'il passe par l'alcool, bien sûr, parce que cette société de la soif, si j'ose dire. Oui. Et puis l'envie de s'enivrer. Mais c'est des descriptions exceptionnelles, c'est de la grande littérature. Mais comment est-ce que vous choisissez les livres? Oh ben là, c'est simple, j'avais fait... Tellement éclectique. Ouais, Oui. Ça va dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des questions, il faut qu'il y ait un rapport au mystère dans tout ce que vous lisez? Oui, je pense qu'il faut que ça... Il faut que non seulement j'arrive à comprendre, mais que je lise ceux qui ont été inspirés. C'est comme ça qu'on fait pas seulement une famille, mais l'admiration, elle vient de tout ce qu'un livre t'apporte. C'est le contraire d'un acteur. Oui. Quand un acteur ou quelqu'un t'apporte une émotion, la musique, si ça te paralyse, tu gardes cette paralysie, parce que ce qui va venir après viendra la note juste, celle qui t'emmène, parce que le reste, quand on impose comme souvent les acteurs ou les films américains ou le cinéma qu'on peut voir, c'est tu n'es pas en paix. C'est un peu comme regarder la télévision avant de t'endormir. Tu dors mal. Ça excite. Voilà. Ça énerve. Voilà. Non, ça n'excite pas. Tu dors mal. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver la paix. Parce qu'il y a tellement de conneries qui sont débitées avec des gens qui font des tels régimes dont tu n'es pas d'accord. Si, justement, c'est pour ça que je souris. Non, il faut de la viande, du porc, beaucoup, boire énormément. Beaucoup. Fumer beaucoup et dormir. Le régime de Pardieu. Mais tu disais aussi que de lire, ça te permet de moins fumer, parce que du coup, ça t'occupe les mains. Et que si tu lis pas, tu as tendance à fumer. Oui, mais quand je suis ému, je fume. Ah, c'est ça. Ouais. Mais ça, donc, c'est... allez, conseil de lecture de Gérard Depardieu. Le dernier stade de la soif du Frédéric Exley, et aussi Cacou. Carou. Carou, moi je l'appelle Cacou. Je suis un peu dyslexique. Mais comme vous appelez Mathieu Sapin Tintin. Oui, ma fille m'appelle Pimpin. Ah bon? Oui, Roxane, oui. Elle peut pas appeler Pimpin. Pimpin. Oui. Dans la région de Pagnol et Genoux, à Pimpin, c'est un type qui est un peu fou. Un peu fêlé? Oui, mais je pense que c'est un mot juste, parce que je suis pas fêlé. Ah, il va le noter. Mais comme on est un peu libre, on peut être Pimpin. Parce qu'il va y avoir une suite, évidemment, de toute façon, à la BD, Mathieu Sapin, maintenant que vous êtes parti pour être le biographe autorisé, non autorisé de Gérard Depardieu. C'est que quand on suit, passe du temps avec Gérard, c'est difficile quand ça s'arrête. C'est sûr, on a envie de continuer. On a envie de continuer. Vous avez vu la double page? Il y a une splendide double page. Là, oui, c'est exactement là. Oui. Et quand on est rentré chez vous tout à l'heure, Mathieu me disait le voilà. Et vous étiez assis exactement dans cette position-là, oui, je suis au souvent milieu. au caleçon. Et torse nu?
Oui, nu. Ouais. Enfin, en caleçon, quoi, juste le... Avec voilà. les bouquins, les œuvres d'art. Est-ce que vous êtes collectionneur? Non. Non. J'aime les choses qui plaisent. J'adore Germaine Richier, parce que je pense qu'elle n'a pas la place. La voilà. Oui, la galerie L'homme Mag. qui marche. Oui, la galerie Mag qui m'a poussé Giacometti, qui était un génie aussi. Mais Germaine Richier avait aussi énormément de talent. Mais donc, ce sont quoi, des compagnons? Ces œuvres d'art, les statues que vous Non, c'est avez? simplement bon, c'est de l'espace pour remplir l'espace. Mais c'est une très belle définition. Bah oui, parce que moi je n'accroche jamais. Oui. Il n'y a rien d'accroché. Donc je mets comme ça. Puis de temps en temps, il y en a un qui s'annule. Hop, et j'en trouve un autre derrière. Ah, tiens, on va mettre celui-là déjà. Et puis c'est. Et quand il en manque un jour, on m'avait fait, j'habitais ailleurs, et j'avais un Odilon Redon. Un bouquet de fleurs petit comme ça. Et je rentre dans ma chambre, je dis, mais merde, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai mis 2 jours à me rendre compte que c'était le Odilon Redon qui avait disparu. Et qui vous manquait? Oui, qui me manquait. Physiquement? Oui, presque. Les saisons me manquaient. Et je dis, mais merde. Alors je vais en bas, je vois sur la Svetlana, je dis, bon, t'as pas vu ce tableau-là qui était avec des petites fleurs? Ah, pas vu, moi, rien. Je dis, bon, je sais pas, je vais appeler les flics, ils vont faire une enquête. Et 2-3 jours après, je vois mon Odilon Redon planqué derrière un meuble. Et je pense qu'elle l'avait pris parce que c'était un bouquet de fleurs. Elle dit, ça, c'est bien. C'est joli. Ouais. J'aime beaucoup, bon, bien sûr, Picasso, parce que c'est un génie, véritablement. J'aime beaucoup Bacon, mais j'aime beaucoup Miro. Et puis même Magritte. Moi, j'aime pas trop Magritte. J'aime beaucoup l'esprit de Magritte. J'adore l'orientalisme aussi. Ouais. Oui. Il y a des très, très, très belles... Mais c'est pas la valeur. Si vous n'êtes pas collectionneur, ces œuvres, elles sont là, elles habitent avec vous, elles vous Non, accompagnent. il y en a plein d'autres ailleurs, mais je sais pas, moi je fais... Non, le truc, c'est que très souvent, on se dit, bon, il y a le tempérament du collectionneur, il y a aussi le tempérament des gens qui ont de l'argent, on achète des œuvres parce que c'est du patrimoine, non, parce quand que on fait tomber sur le fric. choses. Non, vous, je suis pas collectionneur, parce qu'un collectionneur va acheter un léger, pas de léger, pas de 54, il va acheter un fer léger de 32, de 1932, parce que il sait, parce que il y a un monde de voleurs et d'idiots, c'est les art dealers, ou même, je dirais, les gagosians. Je connais heureusement qui est le plus grand galeriste du monde. Oui, mais ça veut pas dire que c'est pas le plus intelligent, c'est aussi le plus grand voleur du monde. Mais d'ailleurs, comme beaucoup de galeristes. Oui, même de maisons de vente comme les Sotheby's et Christie's, ils ont des gens là-dedans. Un jour, c'est étrange parce qu'il y avait la directrice de Sotheby's et je voulais vendre un tableau, un Mao rouge. Et elle vient, elle me dit, c'est pas un Mao. Ah bon? J'appelle au téléphone. Et puis je lui dis, tiens, prends ça. Elle dit, allô, à qui ai-je l'honneur? Je suis directrice des ventes de Sotheby's, mais monsieur Depardieu, c'est pas un Mao. Elle dit, comment c'est pas un Mao? C'est moi qui l'ai fait. C'était Young Peming. C'est pas vrai? Oui. Et donc, tu vois, un peu pour te dire. Mais d'ailleurs, on voit des galeristes qui essayent de venir vous fourguer des tableaux. Vous avez l'œil pour repérer un vernis qui n'a pas été fait dans les règles. C'est assez... Ouais, moi, c'était étonnant ce moment-là. Tu sais, c'est quand il y avait des galeristes qui étaient venus te présenter dans cette pièce, d'ailleurs, toute une série de tableaux. C'est là un grand tableau qui vous plaît pas beaucoup. Et elles espéraient que tu allais acheter des choses, mais... Ah, mais oui, c'était déjà... Oui, bien sûr. C'était des... Oui. Et on voyait que tu t'amusais parce que tu prenais le temps de regarder. Mais non, je regardais parce que j'attendais, j'écoutais comment ils me le vendaient. Voilà, c'est ça. Et je voyais déjà tous les défauts tout de suite. C'est-à-dire les défauts, j'ai pas appris, mais on le voit bien. Quand tu sais, une œuvre. Ici, vous dites, c'est chez moi? Ou c'est juste un lieu dans lequel vous passez? Non, c'est un lieu que je cherche à vendre. D'ailleurs aux acheteurs. C'est l'occasion, voilà. Non, mais c'est drôle, parce que je veux plus rien en France. On peut plus travailler en France. J'ai des restaurants, ça a été pillé. Il y a des gens à qui j'avais fait confiance qui ont
piller des choses. Je préfère ne pas en parler, mais ça fait de la peine pour eux, pas pour moi. C'est pas de la merde. Quand on m'enlève la merde, l'argent... C'est Mathieu Sapin qui me fait remarquer une citation. « L'argent ne fait pas de toi un homme riche, il fait de toi un homme préoccupé. » Ça, c'est Christophe Colomb qui avait Exactement. dit ça. Voilà. Et vous rendez hommage, Mathieu, à Christophe Colomb avec l'Astérix. Est-ce que vous allez voter? Non. Non? Non. Je vote pas. Non. J'ai jamais voté. J'ai voté une fois pour Mitterrand et une fois pour Sarkozy. Parce que Mitterrand, parce que c'est vrai que c'était une époque extraordinaire, parce qu'il y a eu les radios libres, il y a eu tout ça. Puis j'aimais bien l'homme parce que il a toujours été, avant même que je ne le connaisse, parce qu'il allait au théâtre très souvent, et il aimait bien mes réparties, parfois. Et il y avait les Boris, Gallet, il y avait toute cette... le tout Paris qui chante et qui danse. Et puis j'ai voté pour Sarkozy parce que j'en avais marre d'entendre des choses. Et je trouvais qu'il était en plein... Autant j'aimais pas Nicolas Sarkozy au début, et je trouvais qu'il était en train de s'humaniser. Plus le temps passait? Voilà, plus le temps passait. D'ailleurs, plus le temps passe, il s'humanisait. Après, il y a eu ces... Et là, puis c'est pour ça, et c'était pas du tout prévu, je suis allé à ce midi, je lui ai dit, tiens, je vais boire un coup. Oh, Mathieu. Je vais aller voir... À Villepinte, vous avez pris la parole pour soutenir le candidat Sarkozy. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi les gens disent tant de mal de Sarkozy. Un mec qui fait beaucoup de bien. C'était un happening. C'était un happening, il y avait 80 000 personnes. Oui, et les gens étaient saisis. Moi, j'étais donc dans l'assistance parce que je voulais voir à quoi ressemblait un meeting de Nicolas Sarkozy. Et effectivement, personne s'attendait à voir monter Gérard Depardieu. Et il y avait une espèce de... Je suis monté tranquille. De saisissement. Très préparé, comme quand tu rentres dans un truc sans payer. Je n'entends que du mal de cet homme qui fait que du bien. Les types au premier rang qui étaient comme ça, vraiment à flipper, parce que qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et qu'est-ce qu'il va dire, surtout? Ouais. On peut regarder 2 secondes les dessins que vous avez faits de Gérard. Est-ce que vous pourriez prendre un crayon et dessiner Mathieu? Moi, je sais pas. Mais si vous dessinez, on vous a vu dessiner dans un documentaire, on vous a offert des... ça, c'est autre chose. Dessiner de la gouache. Il faut beaucoup boire. Non. Il faut beaucoup boire avant d'oser dessiner. Ben oui, parce que tu vois, c'est pourquoi indépendamment du froid qu'ils faisaient dans les ateliers, Camille Claudel, mais c'est qu'ils buvaient énormément. Ouais. Voilà. Parce qu'il avait fait un dessin de moi dans le Caucase, mais je le retrouve pas, le carnet. Ah, il est perdu? Non, mais ouais. je peux pas le faire. Mais si, mais là, tu vas voir. Mais c'est vrai que le dessin, c'est formidable parce que c'est en dessinant, pendant le temps qu'on dessine, on s'imprègne des choses. Et il y a un truc magique dans le dessin, même si c'est pas la question si le dessin est réussi ou pas réussi, c'est qu'on est obligé d'observer d'une autre manière que quand on fait autre chose. Et c'est pour ça que moi je... Mais c'est ce qui fait que vous n'êtes pas un voleur d'images, parce que vous vous posez la question à un moment dans la BD, et pas du tout. Ben, en suivant Gérard, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de gens qui attendaient des choses de lui. Et qui attendent des choses de lui. Que ce soit de l'argent, que ce soit des facilités pour je ne sais quoi. Même un selfie. Un selfie. Et donc, il est sollicité en permanence. Il faut le signer. Je fais peut-être de mort. Et donc, du coup, moi, je suis dans cette même démarche. C'est-à-dire que je le suis, il n'a pas demandé à ce que je le suive. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un casse-pied, quoi. Oui. Mais c'est inévitable. J'ai mis des lunettes, je sais pas pourquoi. Très bien. Ben merci à tous les deux. Merci. Mathieu Sapin, Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, c'est génial et c'est publié chez Dargaud. Très sincèrement, vous y êtes? Non, mais je n'ai pas tout fini de le lire, mais je dois dire que la façon dont il a de regarder... En plus, on sent pas le travail. On sent pas du tout quand il travaille. Alors qu'il a bossé. Énormément, justement. Je dis, je plains sa femme, parce que j'espère qu'il s'est occupé de sa femme. Parce que là, c'est plus que des dessins. Enfin... Voilà un peu l'état des relations. Vous le vanégissez pas sur François Hollande, c'est sur sa femme. Comment ses rêves ou comment il touche. Il décide sur... Non, mais c'est bien. Non, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa femme, toute la famille, les enfants qui sont... Ta fille, elle est très bien, elle aime beaucoup ta grande, la petite, elle est un peu... Elle est bien, elle est vraiment... elle est formidable. Ta belle-sœur, je sais bien. Le Portugal est beau. Oui. Portugal, formidable. Ah oui, j'aime beaucoup.
Ben, merci à tous les deux. Voilà, Merci. Merci de votre temps et de votre générosité. Bon, alors j'ai écrit une connerie. T'as fait une petite erreur, oui. Ouais. Dans Aéroflot. Une petite erreur. Il n'y a pas de première classe dans Aéroflot. D'accord. Mais la chaise, c'est bien. La chaise roulante dans l'aéroport? Ah, toujours, oui. Je me demande toujours une chaise, justement. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est long, les machins, puis que j'aime pas marcher dans les aéroports. T'es gonflé de l'avion, et puis gonflé avec d'autres choses. Mais il y avait Delon qui, je vois, à Saint-Pétersbourg, je rentrais sur Paris, et puis je me vois avec ma chaise. Et puis il y a José Dayan, qui venait tourner à Sweetie, qui dit « Ah bah oui, c'est pas con, ça, j'avais une chaise aussi. Une chaise pour madame, elle a mal aux jambes. » Elle avait chaud grossir la chaise. Et je dis à Delon, je dis, si c'est bien, on n'a rien à foutre, qu'on soit ou pas infirme. C'est mieux de pas, parce que il y a beaucoup de... C'est loin, l'avion. Ben, évidemment. Alors, puis en plus, tu passes tout tranquille, sans les doigts devant tout le monde, hop, t'amènes tes pélards. Bon. Et... j'ai oui, quand même, moi, je suis... Ouais, c'est impossible qu'Alain Delon, il s'assoit dans une chaise roulante. On arrive à Roissy. Il y avait 2 bornes, et je voyais derrière. Ah, je t'avais dit de prendre une chaise.